Bon, eh bien, bienvenue à tous. Mon nom est Tamarie Langlais. Je suis conseillère scientifique dans l'équipe Changement climatique de l'Institut national de santé publique du Québec, qui organise cette série de webinaires sur les changements climatiques et la santé avec l'appui financier du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Ces webinaires sont une occasion de réseautage entre, d'une part, le milieu de la recherche, d'autre part, les acteurs de la santé publique et aussi les parties prenantes, différentes parties prenantes qui peuvent être en mesure de contribuer concrètement à l'adaptation au changement climatique. Donc, aujourd'hui, pour notre webinaire, nous accueillons Isabelle Tardif qui va partager avec nous les résultats d'une étude sur la température et l'humidité à l'intérieur du domicile de personnes âgées de 60 ans et plus et de l'impact de ces paramètres sur le confort et la santé des occupants. La présentation va durer environ 30 minutes et elle sera suivie d'une période de questions. Les caméras et les micros des participants ont été fermés, donc je vous demanderai d'écrire vos questions dans la fenêtre de clavardage. Le webinaire va être enregistré et sera déposé par la suite dans quelques jours sur le site web de l'INSPQ. Donc, il va être possible de le visionner en différé et de le relayer dans votre réseau de contacts. Je vous présente maintenant Isabelle Tardif, notre conférencière. Elle est titulaire d'un baccalauréat en biologie de l'Université Laval et d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Elle travaille à la direction de santé publique de la Montérégie depuis près de 20 ans, où elle est responsable de la coordination professionnelle en maladies infectieuses, en gestion des menaces et en santé environnementale. Pendant plusieurs années, elle s'est occupée de la mise en œuvre du plan d'urgence en cas de chaleur extrême, de la réalisation des activités de surveillance en lien avec la santé environnementale et des questions d'aménagement du territoire favorable à la santé. Isabelle a également piloté des projets de recherche visant la prévention des effets de la chaleur sur la santé. Donc, Isabelle, je t'invite à partager ta présentation. Ça ne sera pas très long. J'ai perdu ma souris. Voilà, elle est réapparue. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, mais il faudrait le faire en mode diaporama. En mode diaporama, parfait. Ça ne sera pas très long. Donc là, il faut que je bascule sur les modes, j'imagine. Oui, effectivement. C'est beau comme ça? Parfait. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, comme Tamarie vous l'expliquait, je vais vous partager aujourd'hui les faits saillants d'un projet de recherche qu'on a tenu en Montérégie en 2017 et 2018. Donc, un plan classique là, de présentation. Donc, je vais apporter certains éléments de contexte, certains éléments en lien avec les objectifs du projet, des éléments de méthode et les résultats. Donc, vous voyez dans mon plan de présentation que je n'ai pas mis le volet là, discussion et limites qui sont généralement associés à un projet de recherche. C'est que dans mon cas, je préfère les intégrer au fur et à mesure que je présente les résultats. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de section à part qui est dédiée là, à ces parties-là. Donc, évidemment, un projet de recherche, je n'ai pas mené ça toute seule. Hein. J'avais toute une équipe avec moi de chercheurs, techniciens, professionnels, médecins. Donc, je n'étais pas seule. Moi, j'avais beaucoup un rôle là, de chargé de projet, c'est-à-dire que je devais conduire le projet à terme avec les paramètres de ressources financières, de ressources humaines et de temps qui étaient alloués pour le projet. Donc, j'ai eu une participation active à beaucoup d'étapes du projet. Juste une petite bémol, par contre, au niveau des analyses de données, tout ça, des analyses statistiques, c'est vraiment pas moi qui étais en charge, c'était le chercheur Tariq. Donc, si jamais vous avez des questions plus sur les analyses, c'est sûr que je risque de vous référer davantage à Tariq. C'est une des limites que j'ai, une de mes limites personnelles, d'avoir de la difficulté à répondre à ces questions-là, mais vous aurez les coordonnées là, de Tariq à la fin de la présentation. Donc, au Québec, en Montérégie, l'intervention en cas de chaleur extrême, elle est basée sur des seuils de température qui sont régionaux. Donc, j'ai affiché ici les seuils de température pour chaque région du Québec. Si on regarde la dernière ligne, là, la région 16, c'est un petit peu petit, mais bon, les seuils de température, c'est quand on prévoit des températures maximales le jour qui vont atteindre 33 degrés et la nuit qui ne descendront pas en dessous de 20 degrés. Et c'est des prévisions sur 3 jours. Ce qui veut dire que quand on annonce un 3 jours
avec ces températures-là qui sont atteintes, bien là, de notre côté, à la Direction santé publique, on va mettre en œuvre notre plan d'urgence chaleur extrême. Donc, on va alerter nos partenaires, le réseau de la santé, on va les mettre sur un pied d'alerte pour qu'ils se préparent à mettre en place des mesures de soutien à la population. Donc, ce sont des seuils qu'on appelle populationnels, c'est-à-dire qu'on regarde la population dans son ensemble plutôt que l'individu et on vise à éviter un impact sur la santé. L'impact qui est visé ici, c'est un excès de mortalité de 60 %. Donc, ce n'est pas qu'on tolère un 55 %, c'est des limites statistiques là, qui sont inhérentes à la méthode qui a été utilisée pour établir les seuils. Et c'est très lié à la taille de la population d'une région. Donc, si on avait eu une population beaucoup plus nombreuse, on aurait peut-être pu baisser notre seuil à 45-50 %, mais là, avec la population qu'on avait, c'est 60 % qui a été établi comme seuil. Donc, c'est un seuil qui s'applique à l'ensemble d'un territoire. Je vous ai mis ici une carte de la Montérégie. Donc, la station de mesure, elle est, parce que c'est des stations météo qu'on utilise, hein, c'est des températures extérieures. La station, elle est située à Longueuil, à Saint-Hubert plus précisément, là, sur la carte. Donc, c'est à la limite entre le rouge et le vert. Et on comprend bien que Longueuil, ce n'est pas forcément représentatif de l'Est, par exemple, Sorel-Tracy, Actonville, et ce n'est pas forcément non plus représentatif de l'Ouest, tout ce qui est Vaudreuil-Dorion, et ça se rend la Montérégie jusqu'à Rigaud. Donc, c'est un seuil qui est régional et qu'on applique pour tout le monde. Donc, il y a bien des choses qui peuvent se passer au niveau individuel. Et il y avait donc un besoin d'essayer de raffiner un petit peu ce lien-là entre la température et les impacts sur la santé, peut-être des impacts avant les décès. Il peut se passer bien des choses avant que quelqu'un décède. Et aussi un besoin donc de soutenir des interventions qui sont plus individuelles que populationnelles. Ce qui nous a amené à une question de recherche, des questions de recherche qui ciblent davantage le domicile. Donc là, on s'est beaucoup plus intéressé à la température à l'intérieur du domicile et des impacts plus précoces sur la santé. Donc, sur le schéma qui est illustré ici, là, c'est ce qui est la Q1, donc plus ce qu'on appelle la déshydratation, des symptômes de fatigue, d'essoufflement, donc des symptômes plus précoces qui ne sont pas forcément liés à une morbidité, par exemple à des visites à l'urgence ou des hospitalisations, mais qui sont beaucoup liés à l'inconfort et qui devraient survenir avant qu'on se rende à des impacts santé plus graves. Donc, et une des questions d'intérêt qu'on avait aussi, c'est comment les mesures d'adaptation-là, soit envers soi-même, donc par exemple boire plus d'eau pour avoir moins soif ou essayer d'avoir des comportements en lien avec le domicile pour rafraîchir le domicile, pouvait avoir un impact sur ce lien-là entre la température et les impacts sanitaires. Donc la Q2 et la Q3 sur le graphique que vous avez là. Donc, en Montérégie, comme ailleurs au Québec, lors de vagues de chaleur, les gens ont tendance à mourir au domicile. Donc, c'est des gens seuls chez eux qui décèdent lors de vagues de chaleur, ce qui nous a amené donc à recruter des personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile. Donc, ça, c'était notre groupe ciblé. On les retrouve beaucoup dans les décès, sont surreprésentés dans les décès. Donc, on les ciblait pour le recrutement. C'est sûr que les personnes qui souffraient d'un déficit cognitif ou les personnes qui utilisaient l'air climatisé étaient exclues. Hein? On veut mesurer des impacts santé. On s'imagine bien que si un air climatisé, là, on n'aura pas d'impact santé à mesurer en lien avec les températures. Donc, la méthode de recrutement principale, la technique boule de neige, c'est-à-dire de parler le plus possible du projet pour que ça fasse boule de neige et qu'on arrive à recruter le plus de monde possible. On s'est impliqué beaucoup auprès des offices municipaux d'habitation, donc les OMH, pour recruter. Les offices vont loger toutes sortes de familles, de ménages, plus démunis. Ils ont souvent des bâtiments dédiés aux personnes âgées et des bâtiments dédiés aux familles. Donc, semble-t-il que ça fonctionne mieux comme ça, il y a moins de conflits entre les différents locataires. Hein? Les habitudes des familles sont différentes des habitudes des personnes âgées.
Donc, souvent, les offices vont séparer les deux types de clientèle. Donc, au niveau du recrutement, c'est intéressant parce que ça nous donne des bassins plutôt fixes pour recruter, pour distribuer de la publicité, pour rencontrer dans des salles communautaires, dans les bâtiments. Donc, ça vient faciliter beaucoup le recrutement. On a aussi impliqué les organismes communautaires qui sont très actifs auprès des personnes âgées pour le recrutement. Donc, ça fonctionne assez bien, mais ça fonctionne bien quand on utilise des compensations financières. Alors, notre projet, bon, il y avait un budget alloué au recrutement, des compensations financières qui étaient pour les offices municipaux d'habitation et pour les organismes communautaires de 5 $ pour chaque participant recruté. Donc, on fonctionnait là, avec des listes. Les organismes nous fournissaient les listes ou parfois les formulaires carrément d'inscription complétés et il y avait une compensation financière de 5 $ de notre côté. Et il y avait aussi des compensations financières pour le participant lui-même. Donc, un 10 $ alloué pour chaque entrevue qu'il réalisait avec nous, des entrevues d'une dizaine de minutes, entre 10 et 15 minutes. Et pour la période du projet, bien, ça faisait un maximum de 40 $ par participant. Donc là, je parle d'entrevue, j'arrive un petit peu dans quelques diapos là, sur la méthode de collecte de données. Vous aurez plus d'informations, mais c'est là que je commence à embarquer les limites en lien avec le projet. Bien, vous imaginez bien qu'en impliquant beaucoup les offices municipaux d'habitation, bien, ça a un impact sur l'échantillon qu'on a. Hein? Donc, un échantillon où les gens habitant en HLM vont être surreprésentés, où les personnes démunies, moins favorisées vont être surreprésentées. Donc, ça vient avoir un impact là, sur la représentativité de l'échantillon. Donc, ça, c'est une limite du projet. Mais en même temps, ce sont des facteurs de vulnérabilité importants, puis on vient là colliger des données sur un groupe qui est particulièrement vulnérable à la chaleur. Une petite mention avant de passer à la diapositive suivante, bien, tout le projet, l'ensemble du projet, incluant le matériel de recrutement, les méthodes de recrutement ont été approuvées par un comité d'éthique de la recherche. Pour la collecte de données, donc on avait deux groupes, un groupe en 2017 et un groupe en 2018. On a séparé ça en deux groupes pour répartir l'effort de recrutement. Donc ça, c'était intéressant de le faire sur 2 étés et pour aussi répartir les frais d'achat de matériel parce qu'on mesurait la température à l'intérieur des domiciles. Donc, ça prenait des thermomètres particuliers qui étaient plutôt dispendieux quand on pense qu'on achète pour un groupe. Donc, d'avoir deux groupes, un en 2017 et 2018, venait répartir là, un petit peu ces charges-là. Donc là, on voit le schéma général du projet au niveau de la collecte de données. Hein, donc, un temps de base et ensuite des temps de mesure des impacts santé avec des températures ciblées. Donc, le temps 1 qui est un temps plus frais et qui va servir de temps de référence. Et ensuite de ça, on va avec des températures qui sont supérieures au temps 2, donc un temps qu'on appelle chaud, et temps 3 qui est le temps qu'on appelle très chaud. Dans le cadre de notre projet, là, donc là, on visait des températures de 30 degrés et plus. On me dit 30 à 33, mais si ça dépassait 33, c'était aussi parfait là, dans le cadre du projet. Donc, alors sur papier, sur diapositive, comme ça, c'est très logique, très beau. C'est bien conceptualisé, mais on va voir plus tard dans d'autres diapositives que finalement, quand l'été arrive, on fait ce qu'on peut avec les températures que Dame Nature nous fournit. Donc, diapositive suivante. Alors, un petit peu plus d'informations sur les variables qu'on colligeait sans les lister dans le détail. Donc, le temps 0, c'est là qu'on colligeait. Donc, des informations sur chaque participant, les informations de base, les variables sociodémographiques, par exemple l'âge, le revenu, la scolarisation, la présence aussi de certaines maladies chroniques parmi nos participants. Et des informations aussi sur le cadre bâti et le domicile, donc le type de bâtiment, le type d'occupation de bâtiment, donc ce genre d'informations-là qui vont avoir un impact sur la température qu'on va pouvoir ressentir dans le bâtiment qu'on va atteindre. Et pendant les temps de mesure T1 à T3, bien là, c'était toujours les mêmes questions qui étaient posées. Donc, les symptômes ressentis, on avait toute une série de symptômes sur lesquels on posait des questions. Les
comportements d'adaptation personnelle. Donc, qu'est-ce que je fais moi pour me sentir mieux? Je prends une douche, je bois de l'eau. Donc, ce genre de comportements-là qui sont les recommandations classiques là, en cas de vague de chaleur. Et les comportements qui sont plus liés au domicile. Comment je peux rafraîchir mon domicile? Par exemple, ouvrir les fenêtres la nuit, fermer les rideaux le jour. Donc, ce type de comportement-là. Les outils qu'on avait, bon, pour mesurer la température dans les domiciles, on avait un petit thermomètre qui enregistrait en continu les températures et l'humidité. Donc, ça, c'était déposé en début d'été dans le domicile du participant. C'était fixé sur un mur avec de la gommette et on le laissait là jusqu'à la fin de l'été. Et à la fin de l'été, on revenait le chercher puis on remettait en même temps la compensation financière aux participants pour sa participation au projet. Et ensuite de ça, les données étaient téléchargées dans l'ordinateur. Donc, ça nous faisait là, nos données de température et d'humidité pour le participant en question. C'est pas très gros. C'est à peu près la grosseur d'une boîte de tic-tac. Donc, un petit appareil qui tient bien quand même sur le mur avec de la gommette. De façon générale. Je dois dire que pendant l'année 2018, il a fait extrêmement chaud. On a quand même eu des thermomètres, même s'il est très léger, qui ont eu de la difficulté à rester sur le mur. Là, la gommette avait chaud et s'étirait, c'est ce qu'on nous a raconté. Pour les questionnaires qui étaient administrés aux participants, c'était des entrevues téléphoniques avec des membres de mon équipe. Donc, ce n'était pas une firme de sondage dans mon équipe, à la direction de santé publique de la Montérégie. Donc, plusieurs personnes ont mis l'épaule à la roue là, pour administrer les questionnaires. Donc, des questionnaires qui étaient sur support informatique, donc pour limiter les erreurs de retranscription d'un questionnaire papier, par exemple, là, à un support informatique. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a fonctionné pour la collecte de données. Au niveau des analyses, bon, j'ai mis quelques informations par écrit pour que vous l'ayez là en référence, mais en gros, on comparait là, le T1, qui était la période de référence, au T2 et T3. Donc, pour les 2 années de collecte de données jumelées ensemble. Et on tenait compte de la structure longitudinale des données, qui avait des modèles ajustés pour tenir compte de l'année d'études, du niveau de santé autodéclaré, le fait de vivre seul, le genre, l'âge, l'éducation et le revenu. Il y a aussi eu des analyses secondaires pour essayer de modéliser la relation entre la température, l'humidex, puis les symptômes de santé rapportés. Donc, en gros, c'est ce que je vous dirais pour le moment là, sur les analyses qui ont été effectuées. Donc, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Alors, on va commencer à rentrer là-dedans. Au total, des 2 années, on a recruté 302 participants. Donc, beaucoup plus là, en 2017 qu'en 2018. En 2018, ça a été plus difficile. C'était dans les mêmes milieux qu'on essayait de recruter. Donc, je pense qu'on avait déjà percé le milieu. On ne pouvait pas reprendre le même participant d'une année à l'autre. Il fallait que ce soit des participants différents. Donc, ça a été plus difficile en 2018 de recruter. De nos 302 participants recrutés, il y a eu 21 abandons. Parmi les 21, la plupart du temps, la raison d'abandon, c'était l'achat d'un air climatisé. Ce qui fait en sorte que 281 personnes ont complété l'étude, mais de ces 281 personnes-là, 277 ont été rejoints à tous les temps là, de collecte. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes qui ont été rejointes à tous les temps de collecte par rapport aux 281 qu'on avait. Quand on colligeait là, les données, on se donnait 3 jours pour que ce soit à peu près dans la même période pour tout le monde. 277, c'est un petit peu en deçà de ce qu'on visait. On visait 300 participants pour avoir des résultats le plus possible significatifs. Donc, c'est un nombre un petit peu en dessous de ce qu'on visait. Peut-être que ça a eu une influence sur les résultats, là, difficile à dire à ce stade-ci. Au niveau des caractéristiques de nos participants, bon, évidemment, on visait des personnes âgées. Ce n'est pas surprenant que l'âge moyen soit près de 73 ans. Une majorité de femmes. C'est cohérent avec un autre projet de recherche que j'ai conduit là, chez des personnes âgées. Les femmes sont beaucoup plus promptes là, à participer à ce genre de projet-là.
Donc, vous avez le niveau d'éducation ici. Le principal diplôme, c'est secondaire. On retrouve aussi, là, à part égale, primaire et collégiale. La majorité des personnes retraitées, c'est ce qu'on s'attendait aussi. La plupart nées au Canada. La très grande majorité, donc, francophone, parle français à la maison. On avait un anglophone. Ce qui est intéressant ici, perception de l'état de santé. Donc, une majorité de participants se percevaient en excellent et bon état de santé physique. Par contre, au niveau des maladies chroniques préexistantes, donc, on en avait quand même plusieurs participants qui avaient déjà une maladie chronique. Donc, c'est comme une dualité de voir que tout le monde se perçoit en bonne santé, une majorité, pardon, et on retrouve quand même là, beaucoup de personnes avec une maladie chronique. Quand on les regarde au global, là, sont listées une par une, mais c'est 65% des participants qui ont rapporté au moins une maladie chronique. Donc, c'est cohérent aussi avec ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc, les personnes âgées ne se sentent pas vulnérables face à la chaleur. C'est cohérent aussi avec les efforts de recrutement que j'ai eu à faire dans mes projets de recherche. Donc, les gens participent aux projets de recherche pas parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin du service qu'on offre ou de l'information qu'on offre, mais ils ont envie d'aider pour les autres, pour les plus fragiles, les plus malades qu'eux. Donc, c'est des données quand même qui reflètent là, ce qu'on retrouve habituellement à ce niveau-là. Au niveau des ressources financières, donc, plus de la moitié pensent que leurs ressources sont suffisantes, mais quand même jusqu'à 32% les jugent insuffisantes. Donc, je rappelle qu'on recrutait beaucoup là, dans les offices municipaux d'habitation. Donc, ce n'est pas des résultats qui surprennent à ce niveau-là, mais ça témoigne quand même de l'impact que ça a pu avoir sur notre échantillon. Une majorité aussi là, de personnes qui étaient locataires et non propriétaires. Donc, vous avez aussi la proportion qui reçoit le supplément de revenu fédéral. C'est comme ça, nous, qu'on allait mesurer là, le revenu. Hein. On ne demandait pas combien les gens avaient gagné. On leur demandait s'ils recevaient le supplément de revenu fédéral. Donc, c'est comme ça qu'on évaluait là, le revenu. J'ai mis quelques données aussi sur le type d'habitation. Donc, beaucoup de personnes dans des multiplexes de 24 logements et plus. J'en profite pour faire une parenthèse. Les données que je présente, ce n'est pas l'entièreté des données. Par exemple, on a questionné sur plus de types d'habitation, mais pour les fins de la présentation, pour ne pas surcharger les diapositives, j'ai fait quand même une sélection de données que je trouvais plus intéressantes et pour lesquelles j'avais des choses à dire. Au niveau des températures extérieures, donc vous avez ici les périodes de collecte de données là, pour chaque temps de mesure, puis les températures maximales et minimales qu'on a pu atteindre pendant ces périodes de collecte-là. Donc, premier constat qu'on peut faire, c'est que 2017, vous vous rappelez, j'avais une flèche où on se rendait jusqu'à 30 degrés pour le temps de mesure T3. Bon, en 2017, ça a été très difficile. L'été 2017 a été beaucoup plus frais qu'attendu. Donc, on a eu de la difficulté à faire des collectes de données par temps chaud et par temps très chaud. Donc, on n'a pas atteint là, les températures de 30 degrés qu'on visait. Donc, ça, c'est assurément une limite à notre étude d'avoir un été qui était relativement frais. Et 2017 aussi, c'est l'été où j'avais le plus de participants par rapport à 2018. 2018, c'est l'inverse. Il a fait vraiment très chaud. La difficulté qu'on a eue en 2018, c'est de ne pas arriver à faire la collecte de données dans l'ordre attendu. Je vous l'explique. Par exemple, mon temps T3 est arrivé juste après mon temps T0. Hein. On se rappelle qu'au temps T0, on allait installer les thermomètres dans les domiciles. On a terminé cette opération-là le 29 juin. Et tout de suite, le 3 juillet, on tombait dans une vague de chaleur. Donc, c'est sûr qu'on ne pouvait pas échapper cette opportunité de colliger des informations sur l'état de santé et les comportements d'adaptation. On en a profité. Donc, on a fait une collecte de données, mais on a donc alors commencé par le temps de mesure 3, donc le temps très chaud. Mais d'un autre côté, les températures ciblées ont été atteintes. Ensuite de ça, en 2018, l'autre temps de mesure qu'on a fait, c'est le temps 2, donc du 11 au 13 juillet. Encore là, des températures relativement chaudes. Et il a fait chaud pas mal pour le reste de l'été en 2018.
Et ça a fait en sorte que notre temps de référence de base, il a fallu attendre en septembre pour pouvoir corriger de l'information sur le temps de référence. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé dans un ordre différent. Ce qui va rester à faire au niveau des températures, puis je n'ai pas reçu l'information encore, c'est de comparer ces températures extérieures-là avec les températures intérieures qu'on avait dans les domiciles. Donc, ça, c'est un volet qui n'est pas tout à fait terminé. On va y arriver à un moment donné, mais quand même, quand j'ai téléchargé les données du petit appareil vers l'ordinateur, je regardais quand même rapidement, là, très, très rapidement, les courbes de température. Je voyais qu'on avait eu des domiciles très, très chauds. Je me rappelle un domicile où on atteignait les 40 degrés à l'intérieur. Donc, il a fait vraiment très chaud dans certains domiciles. Donc, ça va être intéressant là, de comparer tout ça, de voir l'écart. Si on arrive dans la prévalence des symptômes rapportés, donc j'en ai mis quelques-uns en rouge, j'en ai mis 3 en rouge, c'est simplement parce que c'était les plus prévalents. Donc, on parle de fatigue, de soif et de troubles de sommeil. Donc, autant 3, c'était les symptômes les plus fréquents, ce qui correspond pas mal à ce qu'on s'attendait quand on regarde la littérature. Là, donc, on imagine bien que ces symptômes-là vont arriver en premier. Ce qui m'interpelle beaucoup, moi, comme ancienne responsable du plan d'urgence chaleur, c'est qu'au temps 3, j'ai quand même 15 personnes qui ont rapporté avoir eu une perte de connaissance. Donc, pour moi, ça m'interpelle beaucoup et ça m'amène à d'autres questions. Hein. Je suppose que ces personnes-là étaient peut-être plus des participants de l'été 2018. Donc, peut-être que non, peut-être que oui, mais si c'était des participants de l'été 2018, ça me donne 13 de mes participants qui auraient eu une perte de connaissance. Donc, pour moi, ce serait intéressant de regarder c'est qui ces personnes-là et comment elles se distinguent des autres qui n'ont pas eu de perte de connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces participants-là? Est-ce que je peux les associer à des clientèles particulières du réseau de la santé? Est-ce qu'il y a des interventions plus spécifiques à mettre en place? Donc, ça, c'est les questions que ça soulève. Pour le moment, j'ai une base de données, je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais c'est le propre de la recherche de soulever d'autres questions à creuser, surtout quand on a une base de données là, assez complète. Au niveau du risque de rapporter des symptômes, donc ici, je vous ai mis les figures des risques relatifs en fonction là, des temps de mesure. Donc, les petits points en noir, c'est le temps de mesure 2. Donc, le temps chaud. Le point orangé, c'est le temps très chaud. Donc, le T3. Et on voit qu'on a des résultats significatifs. J'ai fait là, un grossissement sur certains résultats pour que ça se voit mieux. Donc, j'en mets juste en évidence. Évidemment, par temps très chaud, on a plus de chances d'avoir la bouche sèche, d'être fatigué, d'avoir la nausée, d'avoir soif, uriner moins souvent, avoir les urines plus foncées. Donc, des informations qui ne sont pas inattendues, encore une fois, c'est cohérent avec ce qu'on s'attend, mais c'est intéressant d'avoir les chiffres pour le Québec et ça peut peut-être pister vers des outils pour les intervenants à domicile. Beaucoup de personnes âgées bénéficient de services à domicile ou de services téléphoniques. Donc, est-ce que c'est des informations qui peuvent être utilisées par l'infirmière qui va à domicile, par exemple? Je vous rappelle qu'à gauche, c'est le modèle non ajusté, puis à droite, c'est le modèle qui est ajusté pour le niveau de santé autodéclaré, l'année d'études, le fait de vivre seul, le genre, l'âge, l'éducation et le revenu. On a aussi, et c'est plus là, à titre d'exemple, les analyses ne sont pas tout à fait terminées là-dessus non plus, mais on a des courbes qui illustrent la relation entre la probabilité de déclarer un symptôme et à gauche, la température maximale, à droite, l'humidex maximum. Donc, c'est très là pour vous illustrer, mais quand on regarde là, les quelques exemples que j'ai mis ici, c'est le sommeil, j'ai la fatigue, j'ai le fait d'avoir plus soif que d'habitude et d'avoir la bouche sèche. Donc, plus on s'approche de 30 degrés, plus on a des chances là, de ressentir les symptômes. Donc, ce que ça laisse supposer, c'est la possibilité peut-être d'établir des seuils de température, des seuils d'intervention plus individuels que populationnels et des seuils d'intervention précoces. Et ça, c'est drôlement intéressant.
Vous avez peut-être vu passer des espèces d'outils d'aide à la décision pour les individus, par exemple pour la grippe ou pour la COVID. Je fais un peu de fièvre, je suis fatiguée, qu'est-ce que je fais? Je me repose. Si j'ai plus de 38 degrés de fièvre et je tousse, qu'est-ce que je fais? J'appelle le 811. Donc, on a des outils comme ça qui existent déjà d'aide à la décision. Et ce genre de courbe-là nous amène à nous questionner sur la possibilité d'en faire un pour la chaleur. Je vous donne des exemples. Il fait 23 degrés chez moi. Je vérifie si j'ai des aliments frais. Je mets mon pichet d'eau au frigo. Il fait 27 degrés, je bois un verre d'eau à l'heure. Il fait 30 degrés, je bois 2 verres d'eau à l'heure. Donc là, je n'ai pas vérifié si c'était adéquat le nombre de verres d'eau que je vous donne, mais c'est simplement pour illustrer le potentiel de ces informations-là, comment ça peut déboucher sur des outils qui sont très utiles à la fois pour les intervenants et pour les individus. Au niveau des comportements d'adaptation personnelle, donc vous avez ici la fréquence au temps 3, donc ceux qu'ils ont adoptés. Ce que je remarque, moi, de mon côté, au niveau de ces résultats-là, c'est qu'il y a encore des gains à faire. Par exemple, boire plus d'eau, le premier comportement de jus ou de boisson fraîche, il y a près de 57 des participants qui ont dit avoir adopté ce comportement-là, alors que c'est un comportement vraiment très simple à adopter. Normalement, tout le monde a accès à l'eau et peut boire de l'eau. Donc, il me semble qu'à ce niveau-là, il y a des gains qui peuvent être faits. Donc, des messages à renforcer. Encore une fois, on se rappelle que l'été 2017 n'était pas particulièrement chaud. Ça se peut que ça ait eu une influence sur la prévalence de ces comportements-là. Donc, ça, ce n'est pas impossible. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a des gains qui peuvent être faits au niveau de ces comportements-là. Et c'est des comportements-là qui n'ont pas de coût associé. Donc, il y a des gains à faire à ce niveau-là. Donc, au niveau du domicile, je vous les ai mis aussi, là, quelques comportements là, pour tenter de rafraîchir le domicile ou du moins éviter de le réchauffer davantage. Et le plus adopté par une majorité de personnes, c'est l'utilisation du ventilateur. Donc, le dernier comportement, là, avoir utilisé le ventilateur, est le plus adopté. Il y a d'autres analyses qui ont été faites sur les symptômes qui ont été rapportés par les participants. Ce qu'on a voulu voir, c'est si les caractéristiques de l'habitat ou les caractéristiques socio-économiques des participants vont avoir une influence sur les symptômes qui sont rapportés. Même les comportements préventifs. Est-ce que le fait d'adopter des comportements préventifs a eu un impact sur les résultats et on n'a pas eu de résultats saillants qui viendraient nous montrer que ça a un effet sur les symptômes rapportés. Donc, ce côté-là est un petit peu à la fois décevant et surprenant. C'est pas cohérent avec la littérature trop. C'est pas cohérent avec notre logique. Normalement, on a des comportements d'adaptation, on devrait aller mieux. C'est pas ce que ça nous montre. Donc, est-ce que c'est une question de nombre trop petit? Difficile à dire à ce stade-ci. On se rappelle aussi que j'avais des gains à faire sur l'adoption des comportements. La proportion de personnes qu'ils ont adoptées n'était pas si élevée que ça. Donc, ça peut expliquer aussi les résultats. Une hypothèse qui a été soulevée par le comité de suivi du projet que je trouvais très intéressante, c'est est-ce que le comportement a été adopté en temps opportun? Par exemple, est-ce que j'ai bu de l'eau avant d'avoir plus soif que d'habitude? Ou c'est une fois que j'ai eu plus soif que d'habitude, je me suis mis à boire plus d'eau. Donc là, on n'est pas en préventif et le symptôme est déjà ressenti. Donc, quand la santé publique m'appelle et me questionne sur le symptôme, je vais dire oui, j'ai eu plus soif que d'habitude. C'est normal si on a commencé à boire de l'eau après. Donc, ce qui me ramène aussi à cette espèce d'outil d'aide à la décision qui pourrait être intéressant en fonction de certains seuils de température pour amener les gens à augmenter leur consommation d'eau avant en temps opportun, donc avant d'avoir trop soif. On est une direction de santé publique, donc les gens parmi vous qui faites partie d'une direction de santé publique, vous savez, on accueille des groupes d'externes en médecine, donc
qui sont avec nous généralement sur une durée de 3-4 semaines et qui doivent là, faire un petit projet pendant ce séjour-là. Alors, en 2017, notre première année de collecte, donc on a accueilli un groupe d'externes qui a pu faire quelques analyses sur les données d'un été qui était relativement frais. Donc, ils ont fait des catégories de variables avec les symptômes, donc des variables qui étaient regroupées sous la fatigue. Ça, c'est par exemple avoir de la difficulté à accomplir ses tâches, se sentir plus fatigué que d'habitude. Donc, il y avait des regroupements comme ça de variables et l'attribution d'un score pour chaque catégorie. Donc, malgré que l'été était relativement frais, il y a quand même des symptômes qui sont ressortis comme plus prévalents, là, comme la fatigue et la déshydratation. Donc, il y avait des choses là, qui pouvaient être mises en évidence. Donc, c'était essentiellement la fatigue, la déshydratation et aussi les troubles du sommeil. Donc, un deuxième groupe d'externes en 2018. Donc, ce groupe-là s'est concentré plus sur les données de la vague de chaleur qu'on a eu du 1er au 5 juillet. Donc, l'idée était de voir l'influence du cadre bâti sur les températures à l'intérieur. Donc, ça, c'était un des volets du projet. Donc là, il n'y a pas de surprise. Les résidents de logements qui sont situés dans de gros bâtiments, dans des îlots de chaleur ou qui se trouvent au dernier étage, devraient faire l'objet d'une surveillance accrue. Et bon, on devrait éviter de mettre les groupes vulnérables dans ce type de bâtiment-là. Mais c'est cohérent là, avec ce qu'on s'attendait. Ils ont regardé l'impact du fait d'ouvrir les fenêtres le jour. Donc là, encore une fois, c'est cohérent avec ce qu'on s'attendait. Donc, les fenêtres ouvertes le jour vont nous amener à avoir des températures maximales supérieures dans les logements. Donc, à gauche, la bande orange. Et avoir aussi une variabilité de température supérieure. Donc, encore une fois, la bande orange, mais à droite cette fois. Donc, quand on parle de variabilité, hein, on s'intéresse entre l'écart entre les températures maximales et maximales au cours d'un même 24 heures. Là. Donc, il y a des analyses qui ont été faites sur cette variation-là. Donc, quand on rouvre les fenêtres le jour, il y a plus de variations. Là où on a eu une petite surprise, c'est qu'au niveau des résultats pour l'ouverture des fenêtres la nuit. Donc, curieusement, le fait d'ouvrir des fenêtres la nuit augmente les températures moyennes au niveau de nos participants, augmente les températures maximales et augmente la variabilité de la température. Donc, ça ici, c'est plus difficile à expliquer. Est-ce que l'échantillon est en cause? C'est possible. J'avais beaucoup de personnes dans des HLM, dans des multiplexes. Donc, on peut s'attendre à ce qu'un multiplex n'est pas près forcément d'un boisé ou d'une zone de fraîcheur. Un multiplex a davantage tendance à être entouré d'asphalte, de béton. Donc, l'environnement extérieur est très chaud. Ça a pu avoir une influence. Ce que ça me dit aussi, c'est que cette mesure de refroidissement-là, de rafraîchissement-là passive, c'est peut-être pas la meilleure pour tout le monde. Donc, je vous donne un exemple. Au niveau de mon propre domicile, ça fait quand même des années que je travaille sur la chaleur et je suis très allumée sur le refroidissement passif de mon domicile, l'ouverture des fenêtres. Et c'est pas évident d'y arriver. Quand j'arrive le soir, je surveille la température à l'extérieur et je la compare à la température intérieure de mon domicile. Et c'est long avant que je puisse ouvrir les fenêtres. C'est long avant que la température extérieure soit inférieure à celle de mon domicile. Donc, on peut imaginer que quelqu'un qui demeure dans un îlot de chaleur, mais s'il ouvre les fenêtres en fin de soirée avant d'aller se coucher, le logement va pouvoir se réchauffer encore pendant plusieurs heures avant d'arriver vraiment aux heures fraîches du matin et que là, le refroidissement ne sera pas suffisant pour que le gain soit intéressant au niveau là, du bilan des températures. Donc, ça, c'est une hypothèse. Ça vaudrait la peine de creuser davantage ces informations-là. Est-ce qu'il y a malgré tout des logements qui ont réussi à se refroidir durant la nuit? Puis qu'est-ce qui caractérise ces logements-là? Qu'est-ce qui les distingue par rapport aux autres logements? Donc, ça, c'est des questions quand même très, très intéressantes pour un intervenant des directions de santé publique qui s'intéresse au sujet. Donc, au final, c'est un projet quand même qui a permis de cibler certains symptômes, qu'il y a des données intéressantes qui vont pouvoir déboucher éventuellement sur des outils pour les intervenants à domicile, des outils pour les individus aussi, sans doute. On n'a pas fait toutes les analyses
imaginable de faire, mais on reste avec une base de données qui est, bon, elle est montérégienne, mais elle est intéressante, elle est québécoise quand même. De notre côté, il y a beaucoup de travail de transfert de connaissances qui reste à faire et évidemment, plusieurs questions qui mériteraient d'être creusées. Pour ma part, là, toute la question des domiciles durant la vague de chaleur de 2018 mériterait d'être creusée davantage. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la température dans les domiciles? Une fois que la température extérieure diminue, que les directions de santé publique mettent fin à la mobilisation du réseau, bien, ça prend combien de temps, par exemple, dans les domiciles avant que ça se refroidisse aussi? Donc, ce genre de questions-là, très terre à terre, qui vont venir là, bonifier les interventions. Et comme je vous l'avais annoncé, bien, vous avez quelques coordonnées si vous voulez poser davantage de questions. Entre autres, sur les méthodes, je vous réfère à Tariq, qui est celui qui est en charge de faire les analyses statistiques, mais sinon, vous avez mes coordonnées et aussi Mathieu Tremblay, géomaticien, qui est associé au projet. Et ça mettrait fin là, à ma présentation. Tamari, est-ce que j'arrête le partage d'écran à ce stade-ci? Oui, tu peux l'arrêter, merci. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Donc, on passe à la période de questions. Comme je le disais plus tôt, j'invite les participants à écrire leurs questions dans le module de clavardage là, qui est accessible en cliquant sur l'icône discussion ou chat vers le bas de l'écran. L'appellation dépend si vous avez le setting, le paramètre sur français ou anglais. Donc, c'est bon. Alors, j'ai déjà une première question qui est entrée. Les températures sont présentées avec une seule donnée dans le tableau pour un habitat. Lors de la prise de température, a-t-il été possible de prendre des températures dans toutes les pièces de l'appartement? Et une deuxième, même sous-question, quel seuil de température est considéré comme à risque? Le thermomètre, on en avait un par domicile et on le posait dans la pièce qui était la plus fréquentée par le participant. Ça donnait souvent à être le salon. Donc, c'est comme ça que et on s'arrangeait pour le poser à un endroit qui n'était pas directement exposé au soleil, pas sur un mur extérieur. Donc, on avait des considérations comme ça pour la pose du thermomètre. Et il fallait aussi que la personne soit d'accord avec la pièce dans laquelle on pose le thermomètre. Par exemple, si une personne était davantage dans sa chambre, mais qu'elle ne souhaitait pas qu'on aille dans sa chambre poser un thermomètre, mais on n'y allait pas. Mais règle générale, c'était toujours dans le salon et c'était là que les gens passaient la majorité de leur temps. J'ai oublié le deuxième volet de la question, Tamari. C'était quel seuil de température est considéré comme à risque? Si on parle de température extérieure, en Montérégie, c'est 33 degrés les maximums de jour et 20 la nuit. Si on parle de température intérieure du domicile, ce n'est pas établi encore. C'est ce qu'on veut essayer de fixer avec les données de notre recherche. Mais dans les courbes que j'ai présentées, on voyait qu'un petit peu avant 30 degrés, on avait une augmentation là, importante de la courbe quand même pour plusieurs symptômes. C'est des symptômes plus d'inconfort, ce n'est pas des symptômes d'impact santé encore. Fait qu'est-ce qu'on parle de danger ou pas? On n'est pas encore rendu dans le danger, mais on n'a pas de seuil comme tel pour la température à l'intérieur. Et on n'en a pas trouvé dans la littérature non plus. Merci. Une autre question. Le rapport sera publié à quel moment? Je dois le remettre à la fin mars à Ouranos, qui est le bailleur de fonds ici. Mais c'est un projet là, qui est financé par le Fonds vert, donc beaucoup d'institutions impliquées. Mais au niveau de l'administration du fonds, c'est Ouranos et je dois remettre le rapport à la fin mars. Donc, ça devrait suivre là, dans quelques temps après, j'imagine. Merci. Est-ce qu'il y a eu des billets répertoriés? Si oui, qu'est-ce qui a été fait pour les corriger? Des biais, mais là, on est plus dans l'analyse. Je vous dirais que c'est plutôt l'ajustement des modèles statistiques qui a été fait pour essayer de corriger les biais. OK, merci. Est-ce que vous utilisez des modèles de confort thermique dans vos analyses, comme ceux définis dans le standard 55 de l'ASHRAE? Je vais vous référer à Tariq pour ces questions-là. Il va être plus en mesure que moi de répondre, malheureusement. OK. Une question que j'avais, moi, c'était
en lien avec l'orientation des fenêtres des appartements par rapport aux points cardinaux, est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez pris des notes là-dessus ou fait des observations qui pourraient modifier les résultats? On a pris des notes sur l'orientation du mur extérieur de la pièce dans laquelle on posait le thermomètre. Donc, ça, oui, c'était noté. On n'a pas fait d'analyse là-dessus, mais l'information, elle est dans notre base de données. Hein. Vous savez, on a une base de données qui contient toutes sortes d'informations. On fait des choix d'analyse là-dedans, puis à un moment donné, le projet doit avoir une fin. Donc, ce volet-là n'a pas été analysé, mais la donnée est disponible pour des analyses subséquentes. Merci. Quelqu'un dit, j'ai peut-être raté l'information parce que j'ai eu des problèmes de connexion, mais avez-vous les températures intérieures à différentes heures de la journée et est-il possible d'analyser le déphasement entre les cycles diurnes entre l'extérieur et l'intérieur? Merci. Nous avons les données. Oui, on n'a pas fait l'analyse. Il y a un début d'analyse qui est commencé par Tariq là-dessus. Et oui, on s'intéresse beaucoup là, aux différences de température et au déphasement, effectivement. C'est une question très intéressante. Merci. Une autre question encore de ma part, par curiosité. Vous disiez quelque chose par rapport que les populations plus vulnérables, on aurait intérêt peut-être à ne pas les mettre dans des bâtiments trop grands. Je me demandais pour quelles raisons les bâtiments, les blocs appartements de plusieurs unités ont tendance à avoir une plus haute température intérieure. Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'il y a des fenêtres, par exemple, juste sur un côté en général? Il y a probablement plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Les gros bâtiments, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un phénomène d'inertie dans les gros bâtiments. On peut s'attendre à ce qu'ils soient entourés de matériaux qui ne sont pas favorables au rafraîchissement. Quand on a visité les bâtiments, parce qu'on est allé poser quand même un thermomètre chez chaque participant, personnellement, j'ai vu beaucoup de gros bâtiments avec un corridor central à chaque étage et des logements de part et d'autre. Et donc, dans chacun de ces logements-là, forcément, les fenêtres étaient sur une seule façade, ce qui limite énormément la circulation d'air dans le logement. Et typiquement, ce qu'on avait, c'était un salon avec une porte patio. Et à côté, il y avait la chambre à coucher avec une fenêtre, mais bon, c'était sur le même mur. Alors, une fois qu'on a beau ouvrir la porte patio ou la fenêtre de la chambre à coucher, la circulation d'air n'est pas possible. Merci. Est-ce que les conditions de l'immeuble ont été relevées et prises en compte, telles que l'année de construction, le niveau d'isolation, la qualité des fenêtres et ouvertures? On n'est pas allé jusque-là, non. OK. Est-ce qu'il y a un retour qui a été fait au niveau de vos partenaires avec ces résultats-là, par exemple, les offices municipaux d'habitation et tout? C'est dans les prochaines étapes de faire un retour là-dessus, effectivement. Donc, une fois le rapport déposé, bien là, on va faire des outils de transfert de connaissances parce qu'on ne veut pas utiliser seulement le rapport qu'on dépose à Ouranos. Hein. C'est un aspect beaucoup plus scientifique comme rapport, mais on peut rédiger des espèces de faits saillants, aller faire des présentations. Aussi, c'est déjà prévu. De mon côté, je cible beaucoup les responsables sécurité civile parce qu'on est vraiment au niveau individuel aussi. Et dans les CIS, quand on déclenche le plan d'urgence chaleur, mais les responsables sécurité civile des CIS sont en charge de voir à l'application de mesures pour leurs usagers à domicile, autant en installation qu'à domicile. OK, merci. Je ne vois pas de nouvelles questions dans le fil de discussion, donc soyez pas timide. Vous pouvez en mettre d'autres. Ah, la méthode de l'échantillonnage. C'est un peu vague comme question, mais je vais donner plus de détails. Peut-être que ça va répondre à la question. Donc, pour l'échantillonnage, en fait, on a simplement essayé de recruter le plus de participants possible. Alors, on exposait notre projet aux organismes communautaires qui, eux, nous permettaient de contacter leurs membres ou d'aller présenter le projet à leurs membres. Et pendant ces présentations-là, on recrutait sur place. Donc, on faisait là,
on remplissait des formulaires d'inscription, par exemple. Sinon, on allait faire le même travail avec les offices municipaux d'habitation qui nous donnaient accès soit à des salles communautaires et invitaient les membres à se présenter, les locataires, pardon, pas les membres, et là, on exposait le projet, on recrutait sur place, ou on distribuait de la publicité dans les bâtiments pour recruter. Donc, je vois que la question se précise un petit peu, les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, les critères d'exclusion étaient le déficit cognitif et la climatisation. Donc, ça, c'était le critère d'exclusion. Pour l'inclusion, c'était de 60 ans et plus et d'habiter sur le territoire de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Est. Donc, au départ, on ciblait plus le Grand Longueuil. Il a fallu étendre le territoire parce qu'on avait des difficultés de recrutement. On n'est pas allé jusqu'à la Montérégie-Ouest. C'est pas qu'on voulait les bouder, c'est qu'à un moment donné, quand on a un territoire donné, c'est un comité d'éthique pour approuver le projet. Puis bon, avec le centre et l'Est, on avait fait les démarches éthiques, puis ça nous permettait quand même d'aller chercher des participants. Donc, on s'est limité à ces deux territoires-là. Okay, merci. Est-ce que vous avez vérifié si certains participants avaient consulté l'urgence en raison de la chaleur intérieure, ou s'ils avaient consulté leur médecin, ou s'ils avaient été hospitalisés? Non, on n'a pas vérifié ça. Ça ne faisait pas partie du questionnaire. Hein. J'avais des collègues qui administraient un questionnaire au téléphone. Donc, c'était des gens des autres équipes. Des fois, c'était des gens de mon équipe, mais on ne faisait pas cette vérification-là de plus. Les participants avaient signé un formulaire de consentement qui concernait un projet tel qu'on leur avait décrit. Donc, on n'a pas rajouté d'étapes en cours de projet, on a respecté nos engagements. La question est intéressante, mais c'est ça, quand on fait un projet de recherche et qu'on prend des engagements envers un participant, on s'en tient à ces engagements-là. Merci. Au niveau par exemple, du processus de collaboration avec les partenaires et tout ça, est-ce que vous auriez des recommandations, disons, pour d'autres chercheurs qui voudraient reprendre ce genre d'études, mais dans une autre région du Québec? C'est absolument essentiel d'avoir un budget de compensation financière. C'était apparent l'impact du budget dans ce projet-là pour le recrutement. Et dans un autre projet que j'ai mené aussi, ça prend des compensations pour impliquer les partenaires qui sont plus du milieu communautaire. Et pour les offices municipaux d'habitation aussi, même si ce n'est pas communautaire comme tel, les fonds allaient aux organisations de locataires, aux comités sociaux des locataires finalement. Ce n'était pas de l'argent que l'office gardait pour elle, ça allait vraiment pour les locataires. Donc, ça vient stimuler beaucoup le recrutement. Donc, c'est ce que j'ai constaté, moi, au niveau de mes collaborations là, pour le recrutement, ça fait la différence. Au niveau des participants comme tels, ce qui aide, il ne faut pas penser qu'ils ont besoin de nous. On peut le penser, il ne faut pas le présenter comme ça. Le participant, à l'âge qu'il a, il sait quoi faire avec la chaleur. On n'a pas besoin de lui dire quoi faire. Donc là, c'est vraiment comme ça qu'il nous parle. Et il faut respecter ce point de vue-là. Donc, il ne faut pas se gêner à être humble et à leur dire, nous avons besoin d'aide pour développer de nouvelles connaissances, pour développer de nouveaux outils. Et les participants âgés sont toujours très contents d'aider, de se sentir utiles. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué de l'acclimatation pour les participants, c'est-à-dire que le seuil de température auquel apparaissent les effets deviennent plus élevés durant l'été? On n'a pas pu le constater pendant qu'on administrait le questionnaire. Au contraire, en 2018, des fois, les gens étaient fâchés après nous parce qu'il faisait chaud. Bon, on sait bien que ce n'était pas de notre faute, mais c'était une réaction de colère ou de fatigue qui était manifestée parce que c'est nous autres qui les appelaient pendant qu'il faisait très chaud en 2018. Donc, c'est un concours de circonstances. Là. Et par la suite, en 2018, il a fait moins chaud. Fait que je ne peux pas dire que j'ai pu constater une acclimatation et on n'a pas analysé les données dans ce sens-là. Merci. Il nous reste peut-être 1 minute pour une autre question, si jamais il y a quelqu'un qui en avait une. Je pense que
sinon, on peut arrêter la période de questions ici. Donc, un grand merci, Isabelle, d'avoir pris le temps de venir nous présenter les résultats de cette étude. Et puis, c'est excellent. Donc, je voudrais remercier aussi Guillaume Gravel-Pilote qui s'est occupé de l'aspect technique de l'événement. Notre prochain webinaire aura lieu le 17 mars prochain. Il va être donné par Pierre Valois, directeur de l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique. Il va nous présenter un portrait du niveau d'adaptation au changement climatique des citoyens et citoyennes du Québec. Donc, si vous souhaitez recevoir par courriel la programmation complète des webinaires sur les changements climatiques et la santé, puis des petits messages de rappel aussi avant chacun de ces webinaires-là, vous pouvez nous écrire à l'adresse de courriel qui est écrite ici, monclimatmasanté@inespq.qc.ca, et on va pouvoir vous ajouter à notre liste d'envoi. Et donc, encore une fois, Isabelle, merci beaucoup de nous avoir fait cette présentation-là aujourd'hui. Et puis, merci aussi à tous les participants pour avoir été avec nous aujourd'hui et pour avoir participé activement aussi à travers vos questions.